Bien, merci beaucoup. En fait, je vais parler en français, hein, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je vais répondre aux deux questions. Tout d'abord, la question du marché de l'emploi et la structure du marché de l'emploi en Tunisie, elle est très similaire à ce qui se passe également dans les pays de la région. C'est-à-dire la même situation, on la trouve en Égypte, euh, au Maroc, plus d'acuité ou ailleurs. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique à la Tunisie pour dire que véritablement. Donc, dans cette structure du marché de l'emploi, on a toujours les mêmes constats. C'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui est stagnant en Tunisie. Hein. Ça fait à peu près une décennie qu'on est à 15%, qu'on n'a pas pu baisser. Donc, on est resté toujours à 15%. On a un taux de chômage qui frappe les plus. Donc là, c'est le paradoxe de toute la région, de la région MENA. C'est-à-dire que le plus on est qualifié, plus la probabilité d'avoir un emploi diminue, ce qui est l'inverse des marchés de l'emploi dans le monde. Par exemple, lorsqu'on regarde la proportion des gens qui ont un emploi et la proportion des gens du chômage, et moins il a de probabilité d'être chômeur. Là, on a en fait un effet inverse qui est avéré. Et de plus, en fait, cet effet, il frappe beaucoup plus les femmes que les hommes. Et donc, dans les pays voisins, hein, je parle de l'Algérie, c'est 20%. Hein. 20% uniquement des femmes sont sur le marché de l'emploi. Donc, en Tunisie, on trouve 26%. La situation est identique en Égypte, elle est aux alentours de 25-24%. Hein. Donc, il y a un vrai paradoxe pour l'employabilité des femmes. Et alors là, les femmes, elles sont doublement handicapées elles ont un niveau d'études très élevé. C'est-à-dire que là, elles vont avoir la probabilité de rentrer sur le marché du travail qui est difficile, et en plus être femme. Alors pourquoi? Parce que il y a des facteurs sociologiques. Il y a des facteurs sociologiques, c'est-à-dire qu'en fait, on est une société patriarcale. On préfère en fait encore donner du travail à l'homme qu'à la femme. Et il y a également des facteurs sociologiques qui sont liés à l'interruption des femmes qu'on a constatée dans toute la région après le mariage. On a beaucoup d'insertions en fait après les études, mais après le mariage, il y a interruption. Il y a vraiment un choix. Je pense que c'est dû à beaucoup de facteurs, hein, mais malheureusement, la situation n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Donc, le gender gap, c'est un vrai problème que nous avons dans toute la région. Et nous sommes, par exemple, aux moitié du taux d'employabilité des femmes en Tunisie par rapport aux pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, on a vraiment un problème à régler de ce côté-là. Je pense, dans beaucoup de papiers, on a étudié ça de manière très spécifique, à des politiques fiscales incitatives, comme celles qui ont été pratiquées, par exemple, en Turquie, où pour employer des femmes, en fait, on a une fiscalité plus intéressante. Donc, des discriminations positives pour les femmes, on doit les mettre en place. Je reviens sur l'autre question, en fait, l'autre question sur pourquoi beaucoup de taux de chômage pour les qualifiés. Alors, le taux de chômage est élevé pour les qualifiés parce que on a un problème en fait de composition du tissu économique. C'est-à-dire que la spécialisation de la Tunisie n'a pas trop évolué sur les 50 dernières années. Lorsqu'on regarde la structure de l'économie, elle n'a pas trop évolué. Et donc, du coup, on a en fait formé beaucoup d'individus mais là, il faut avoir une précision. L'université forme des individus. Et l'université forme des individus, forme des citoyens pour diminuer le taux de criminalité, pour avoir une société plus solidaire, pour avoir plein de choses. Mais l'université n'est pas responsable en fait de l'emploi. Et c'est ça où il faudrait faire attention. Hein. Donc, je suis quelqu'un qui est contre de lier
forcément l'employabilité à l'université. Lorsque vous rencontrez un banquier à Londres, c'est un super banquier, vous discutez avec lui, il va vous dire j'ai fait mes études en philosophie, en art, en sciences, et après il est banquier. Et donc en gros, les compétences en fait liées au travail, ça s'acquiert très rapidement, hein. Mais la structure générale de l'individu et la manière de le construire, elle peut être différente. Pour des programmes spécifiques sur certaines filières, on a besoin d'articuler. Ça, je comprends. Elle n'est pas là pour former directement, en fait, et amener des gens à l'emploi. Sinon, c'est une tromperie. Et d'ailleurs, on le voit chez les jeunes Tunisiens en disant j'ai fait mes études à l'université, donc vous êtes responsable de mon emploi et vous ne m'offrez pas l'emploi à la fin de mes études. Il faudrait faire très attention, en fait, à ce type d'assertion. Dernière précision, après, je vous redonne la parole. En fait, le gap qu'on remarque, parce que c'est quoi notre tissu économique? Notre tissu économique, il est fait de telle manière qu'il peut absorber beaucoup de main-d'œuvre non qualifiée. Notre tissu économique est fait de telle manière qu'on a très peu besoin de compétences très élevées, en fait, hein, surtout les diplômés du supérieur, les PhD, les doctorats, etc. On a une faible capacité à les absorber parce qu'on a beaucoup de très petites PME. En revanche, ces mêmes entreprises ont besoin de beaucoup de techniciens supérieurs spécialisés. Et c'est là où on en trouve le moins. C'est là où on a un problème de formation pour ces techniciens supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin pas d'ingénieurs en informatique en masse parce qu'on est en train de les former, mais davantage pour le marché international. Mais on a besoin de techniciens. Et sur les techniciens, par exemple, il y a un manque et qui sont employables dans les entreprises tunisiennes et dans l'économie tunisienne. Donc, il faudrait réadapter ça. Et ça, c'est du domaine de la formation professionnelle. Donc, le livre de choix. Bien. Donc, pour l'industrie 4.0, il n'y a pas que l'industrie 4.0, en fait, c'est la digitalisation et l'augmentation de la transformation digitale du monde et la progression de l'ensemble de ces technologies numériques. Ça fait quand même plus de 20 ans hein, qu'on a une accélération de ces technologies, de leur déploiement. Alors, dans ce déploiement, c'est un cours complètement que j'enseigne, moi, pour mes étudiants. On a trois, en fait, hein, et il faudrait insister sur les trois types de transformation. On a une substitution sur un certain nombre de tâches, parce qu'il accélère la substitution des tâches sur les tâches répétitives, les tâches, en fait, où il y a un effort physique, toutes ces tâches, en fait, où il y a de la pénibilité, on va tendre vers un monde où on va les remplacer par une robotisation et par de plus en plus de ces technologies. Donc là, il y a transformation et disparition de certains métiers, comme par exemple la secrétaire dont vous avez parlé ou d'autres types de métiers. Hein. Mais ça peut être aussi des métiers d'hommes hein, où il y a la pénibilité très forte. Deuxièmement, il y a des métiers, en fait, métiers nouveaux qui vont émerger suite à cette technologie, qui nécessitent des compétences très pointues, et de plus en plus ces technologies. Par exemple, les problèmes de sécurité vont devenir de plus en plus importants, et dès lors, on a de plus en plus besoin de personnes dans matière de sécurité, etc. Et le plus important, c'est les 70% au milieu. Et sur les 70%, en fait, il y a une complexification des métiers. C'est-à-dire une transformation des métiers et un enrichissement des métiers par des nouvelles compétences. Et là, c'est des métiers transformés, des métiers quasi nouveaux, mais ce n'est pas des métiers nouveaux, mais enrichis. Un instituteur, il sait faire ses cours devant une classe, mais c'est pas faire ses cours avec Zoom ou d'autres plateformes, Jitsi ou d'autres. Et donc, en gros, là, il y a un enrichissement des compétences, il faudrait les acquérir et il va y avoir. Donc, pour répondre, est-ce que tout ça aura un impact, un gender? Pas si certain, moi.
Nous, tel qu'on l'analyse dans la littérature, on est plus pour une thèse qui est de la neutralité. Hein, ces technologies sont neutres sur la structure. Elles ne vont pas redistribuer. Elles redistribueront ce qui est fait, c'est-à-dire que les ingénieurs informatiques sont composés de quasiment 90% d'hommes et 10% de femmes. Ça ne va pas bouger. En revanche, beaucoup de métiers qui vont être faits à distance, beaucoup de métiers qui vont être compatibles avec les rythmes de vie et la structure familiale vont être faits par Internet. Et là, la participation de la femme va être plus importante. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens peut-être certaines institutrices qui vont être arrêtées après le mariage parce que en ayant des enfants, ça va être difficile de se déplacer, etc. Mais dès lors qu'on va passer à un mode e-learning généralisé, en gros, elle va se dire, tiens, ben, je peux enseigner en fait tout en étant à la maison, tiens, ça me change la vie. Tiens, je peux participer à faire mon entreprise et offrir mes produits par Internet, alors que mon mari était contre le fait que j'aille directement en contact. Là, par Internet, ça va être... Et donc, je pense que des barrières sociologiques vont tomber. On va avoir une autre perception du métier par Internet. Et moi, je m'attends à une participation plus grande dans l'économie numérique du genre féminin dans les pays de la région MENA. Parce que ça va être plus compatible avec des normes sociales. Et sur ça, ça change. Mais pour les compétences strictement techniques, comme tu l'as bien dit, là, sur certains métiers pointus, ça sera toujours des métiers d'hommes. Mais pour la transformation de certains métiers, je m'attends à une massification de ces métiers, une féminisation de ces métiers. L'enseignement, d'autres métiers, on va avoir beaucoup plus de femmes, notamment si c'est favorisé par ces technologies. Là, c'est un choc positif. Pour moi, c'est un choc négatif sur le côté sanitaire. Mais c'est un choc culturel positif de l'autre côté. Parce que, en gros, pour changer de comportement, il faudrait en général des chocs. Nous, les êtres humains, on agit toujours sur les chocs et les chocs permettent de changer nos comportements. Donc, ce choc nous a obligés à changer de comportement. Alors, il y a un côté positif, c'est que effectivement, on peut qualifier ça de télétravail parce que on faisait du travail par un média qui est Internet, les ordinateurs, etc., et à distance. Mais le télétravail s'effectue dans des conditions qui sont psychologiquement, on n'est pas atteint de stress, premièrement, hein, alors que pendant la période de Covid, on était tous stressés par la situation. Deuxièmement, la majorité des gens qui faisaient du télétravail avaient la famille à côté. Et ça, peut-être pas dans ton cas, Slim, mais pour le cas où les gens avaient 2 gosses, 3 gosses à côté, il fallait les occuper, leur donner en fait du travail pour l'école, s'occuper d'eux. C'est pas du tout les conditions du télétravail. Donc, en gros, c'est du télétravail dans des conditions très particulières et d'ailleurs beaucoup plus stressantes. Alors, le problème des entreprises, c'est que beaucoup d'entreprises ont découvert qu'on peut changer complètement l'organisation et que les processus peuvent continuer de fonctionner. Ça, c'est une vraie découverte pour beaucoup hein, qui étaient réticents. Là, c'est le choc. Mais du coup, comme elles ont trouvé que l'entreprise fonctionnait, elles ont oublié le contexte particulier du Covid. Donc, elles ont oublié que les salariés étaient stressés quand même dans une situation. Leurs salariés avaient toute une famille à gérer, parfois dans des appartements qui étaient relativement exigus. Et que c'est pas ça, hein, ils peuvent pas être au même rendement qu'avant. Sauf que les entreprises, et donc il y a eu beaucoup de burn-out pendant cette période parce qu'elles ont continué d'avoir des exigences très élevées alors que la situation est anormale. Elles ont oublié ce facteur-là. Donc il faudrait des réajustements. Et d'ailleurs, la période de confinement, de déconfinement, elle est nécessaire pour des motifs psychologiques parce qu'on peut avoir des atteintes très fortes hein, pour les individus et les salariés, leur bien-être pendant cette période où ils étaient
À titre personnel, je n'ai jamais été autant productif. Hein. Moi, j'ai un agenda de travail que je peux faire en un an, je l'ai fait en 3 mois. Parce que j'étais dans des conditions très particulières et ce stress a conduit à… Mais il faut travailler pendant 18 heures par jour. Hein. Et dans certaines sociétés, vraiment, elles sont allées très très loin avec les salariés. Donc, je pense que ce télétravail, ce e-travail, cette forme de travail est importante. C'est une bonne découverte pour les entreprises tunisiennes et les entreprises dans le monde. Qu'un rééquilibrage du modèle, c'est inutile d'aller tous les jours au bureau, c'est inutile de faire des réunions en déplaçant des gens, c'est inutile de faire des choses. Bien sûr, le lien social, il faudrait le maintenir, mais il faudrait un modèle plus souple et veiller aussi à mettre les salariés dans les meilleures conditions pour effectuer le télétravail. C'est fondamental. Très bien. Le plus important dans les moments de crise, c'est de maintenir le lien social. Donc, ces technologies, il ne faudrait pas se tromper dans ces technologies. Nous, enfin, moi, je suis dedans depuis 30 ans à peu près. Et donc, ces technologies sont des technologies de coordination, de coopération, de partage, de coordination. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faudrait travailler en groupe. Ça veut dire qu'il faut être en termes de travail individuel. En fait, pour les tâches individuelles, le burn-out est très rapide. Le fait qu'on abandonne et qu'on lâche, c'est normal parce que on a un manque de sociabilité, on ne voit pas le monde extérieur, etc. Maintenant, si vous mettez sur plusieurs projets avec plusieurs individus et des groupes et vous maintenez on ne voit pas le lien social parce que moi je sors d'un projet en groupe à un autre projet en groupe, donc on continue le lien social. Et ça, c'est fondamental. En fait, je pense que les entreprises auraient dû créer beaucoup dans le monde se font des apéros, des cafés virtuels. C'est-à-dire qu'en fait, à un certain moment, ils font des pauses café. Ils disent à 11 heures, on se retrouve au pause café. Ils ouvrent Zoom, par exemple, ou une autre plateforme, et ils prennent un café en même temps, ils discutent. Ouais. Et après, bon, ok, à 11h30, on coupe, on revient au travail. Et donc, il faut des rythmes différents. Inventer des rythmes et garder surtout l'aspect social et le travail avec d'autres. Parce que nous sommes des êtres sociaux, on ne peut pas du jour au lendemain être coupé du monde et avoir des contraintes et être stressé. Ça, on ne pourra pas le garder. L'autre aspect aussi, il faudrait garder, par exemple, beaucoup en France ont pratiqué le sport d'une manière très intense. Hein. Alors, il fallait les régler à la fin. Hein. C'est cette heure où vous allez marcher tout seul, vous allez vous aérer est fondamentale. Et beaucoup de gens ont été au burn-out ou avaient des problèmes de productivité parce qu'elles n'ont pas respecté ça. Ils n'étaient pas sortis. Alors, je connais des gens qui n'ont pas sorti pendant 40, 50 jours. C'est inhumain. Il faut sortir 1 heure, il faut sortir, s'aérer, changer, faire du sport, faire autre chose et revenir. C'est fondamental pour le salarié. Donc, voilà, il fallait beaucoup d'aide psychologique aussi pour ça. Et donc, je crois que si on ne la trouve pas chez des personnes, il faudrait la trouver dans son capital social. Et donc, c'est très important tout ça pour le bien-être du salarié, pour assurer sa productivité. Très bien. Et c'est quoi le rôle de la société dans tout ça? La société dans son ensemble, hein? Oui. Je crois que la société, dans le moment du Covid, a été, moi, en faisant mon analyse, hein, je suis presque en train de faire un livre là-dessus. Hein. Il y a eu deux choses très importantes pendant ce Covid. Premièrement, on a eu un regain de solidarité. En fait, les solidarités qui se sont disloquées sont revenues. On a eu l'idée qu'on ne veut pas sacrifier les moins jeunes, on veut sacrifier des vies humaines. Ça, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où on arrête la société pour sauvegarder des vies humaines. On n'a jamais fait ça. Hein. Parce que d'habitude, on sacrifie des vies humaines pour continuer à ce que le système économique continue de produire.
Mais là, on a arrêté le système économique pour des milliers de vies humaines. Et donc, du coup, la société a été soucieuse des sans-abri, a été soucieuse de ceux qui n'avaient pas de travail, a été soucieuse de… Et il y a eu des solidarités extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse aux voisins, aux copains, aux membres de famille pour qu'ils ne rentrent pas à la maison et qu'ils se trouvent tout seuls sans rien avoir à manger. Ça, c'est très important, cet élan de solidarité, alors qu'on a eu un mouvement avant qui disloquait ces solidarités, qui isolait les individus, y compris la technologie, parce que les individus pour les mettre tout seuls face à un écran pour acheter, pour jouer, pour faire plein de choses. Et donc là, c'est de dire non, tu existes en communauté, la communauté est importante, d'autant plus que la communauté est importante qu'on a divisé les espaces territoriaux où on n'a pas le droit de se déplacer. Donc en fait, il faut se déplacer dans son quartier, il faut se déplacer dans sa ville, on n'a pas le droit. Et donc là, la notion de quartier, de ville, de maison, il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert la fonctionnalité de la maison dans laquelle ils doivent habiter. Ils n'ont jamais pensé à ça. Ils disaient, tiens, si je savais là, j'aurais aménagé ma maison différemment. Donc, en gros, il y a ça. Le deuxième aspect, en fait, même si j'ai perdu, donc le premier, c'était les solidarités. Fil, c'est la fin de la journée au Ramadan. Solidarité, notion de la cité et de l'habitation, c'est ça? Non, mais il y a la première c'était on a redécouvert la solidarité. Ah oui, la deuxième valeur forte en fait, c'est la solidarité plutôt. La première solidarité. La deuxième, c'est qu'on a redécouvert la famille. Parce que lorsqu'on est confiné dans sa sphère familiale. Et ça pose un gros problème à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que si vous prenez la dislocation des sociétés modernes, un ménage sur deux en France est unipersonnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez eu 50% de gens confinés chez eux tout seuls. C'est dramatique. Quand on a eu, et là, c'est tunisienne, le confinement, il a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de familles parce que beaucoup de divorces, il y a eu beaucoup de séparations entre les membres de famille. On est dans une vie chacun il est dans son petit coin. Tiens, et là, pour se confiner, en fait, on avait besoin d'avoir une sphère familiale, d'avoir des relations sociales et que ça pouvait durer. Et donc, du coup, on a repensé la famille. Il y a beaucoup de réflexions autour de la famille. On a cherché à avoir les informations sur sa famille. On a regretté de ne pas être avec les grands-parents. La première chose, regardez les Italiens. Regardez les Italiens lorsque la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont été déconfinés, c'est que les familles sont allées les uns vers les autres, vers les grands-parents. Regardez les Français. Pareil, la première chose, c'est qu'ils ont mis leurs grands-parents, leurs machins dans des EHPAD, dans des trucs comme ça. Mais la première chose, c'était de pouvoir aller. Il y avait une autorisation particulière de la part du ministre de la Santé pour qu'on puisse aller les voir. Et donc, en gros, redécouvrir la famille et les vertus de la famille, c'est quelque chose qui a été un moment très important par cette pause qui était imposée par le Covid. Donc, les solidarités à l'échelle de la société et le fait de redécouvrir le rôle de la famille pendant les difficultés, parce que nos sociétés n'ont plus vu de ces difficultés. Les gens qui ont passé des guerres avant, savaient qu'en fait, qu'il fallait passer la guerre davantage en famille que passer la guerre tout seul. Et donc, en fait, c'est pourquoi ils acceptaient plus facilement d'être mariés et ils acceptaient plus facilement de rester avec des personnes, même s'ils ne s'entendaient pas très bien avec, etc. Yusbru, ils attendaient, ils avaient cette patience. Perdu parce qu'on n'a pas eu de difficultés fortes à passer qui ressoudent en fait un tout petit peu les liens familiaux. En fait,
bon, c'est logique ce que tu dis, Slim, ici, parce que dans une épreuve, il y a cette solidarité et ce besoin d'être entouré, ce besoin. Donc, en fait, la confiance mutuelle, elle est revenue parce que on avait un intérêt commun, c'est de combattre ce Covid, c'est de passer en fait cette épreuve. Donc, en gros, pour le passer, c'est humain aussi, hein, c'est un réflexe de survie. N'oublions pas que l'homme est toujours guidé par sa propre survie. Pour sa survie, de manière inconsciente, on s'est dit, tiens, il vaut mieux que je passe ça avec les autres. Et donc, moi, par exemple, en tant que Tunisien, j'ai intérêt à ce que les autorités réussissent l'épreuve. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'ils se plantent dans leur stratégie, parce que s'ils se plantent, c'est ma survie qui est en jeu. Alors que si je les aide, en fait, ma survie en dépend. Même si Tanbir ou les critiques, etc., c'est un sport national. Mais on a intérêt, en fait, ça. Et ça donne de la confiance. Ça, on peut valoriser ça. Pour les entreprises, pareil. En fait, tout le monde sait qu'il peut y avoir une dépression économique très forte. Donc, le salarié et l'employeur à se mettre d'accord et pouvoir passer l'épreuve ensemble pour que l'entreprise ne disparaisse pas et pour qu'on puisse continuer par la suite. Donc, il y a cette solidarité qui s'est mise en place. Cette solidarité, en fait, on la trouve structurellement dans des sociétés ailleurs. Le modèle japonais, il est bâti autour de ça. Un emploi à vie, par exemple, avant, c'était l'emploi à vie, parce qu'il y avait cette solidarité pour pouvoir fructifier l'entreprise de bout en bout. Mais aussi, les Japonais ne sont pas là pour trop critiquer les gouvernements. Ce qu'ils veulent, c'est des gouvernements dévoués pour faire fonctionner leur économie et les faire passer devant. Et donc, ils ont confiance. Et chaque fois que quelqu'un a trahi la confiance, vous avez vu hein, comment il s'excuse, comment il y a certains qui ont honte, en fait, et même ils se suicident pour ne pas affronter le fait qu'ils ont fait perdre la confiance des gens. Donc nous, Covid me fait penser qu'il nous fait quelque part vivre une expérience à la japonaise en un temps court. Tout l'intérêt, c'est de le faire perdurer le plus longtemps possible. C'est que cette confiance maintenant, que les décideurs publics sentent qu'ils ont quelqu'un, qu'ils ont la confiance du peuple, il ne faut pas la trahir. Et on l'a vu hein, au ministère de la Santé notamment, c'était très impressionnant en fait ce sentiment-là. Et il faudrait que ça soit généralisé partout, dans tous les ministères et dans tous les domaines. Et de l'autre côté, pour les entreprises, je pense que cette solidarité, elle a intérêt à se perdurer dans des secteurs comme le tourisme, dans d'autres secteurs qui ont des épreuves qui vont venir devant. En fait. Voilà. Slim, moi, je suis pas d'accord. Enfin, ça, c'est des enseignements trop basiques de microéconomie selon lesquels l'entreprise doit faire des profits uniquement. L'entreprise, c'est une entité sociale qui a intérêt à créer de la valeur. Et par valeur, un ensemble de choses. C'est pas uniquement la valeur monétaire. Elle crée de la valeur monétaire parce que c'est nécessaire à sa survie, pour assurer la survie. En fait, on crée de la valeur pour avoir des profits, mais les profits sont réinvestis pour pouvoir faire perdurer l'entreprise. En fait, c'est ça. Mais il y a à peu près une trentaine d'années, on voit bien que les entreprises sont en train de progresser sur d'autres valeurs et qu'elles créent aussi des valeurs sociétales. Elle a de la redevabilité envers de la société, elle a de la redevabilité envers de l'environnement, etc. Pendant longtemps, ces valeurs-là, environnementales, sociales, ont été laissées de côté pour les entreprises, notamment dans les pays en développement, comme les nôtres, hein, comme la Tunisie. Cet épisode fait montrer que c'est violent. Et il faudrait plus de social. Et il faudrait que l'entreprise se mouille davantage pour ses salariés. Et donc, en gros, il y a des changements de posture qui sont en train de s'opérer à l'échelle internationale d'abord et à l'échelle nationale également. Donc,
je vois que les rôles et l'entreprise après le Covid en Tunisie sera quand même transformée par cette expérience et qu'elle ne peut pas se satisfaire uniquement d'accumuler des profits. Je crois que Slim a… Ah, je pensais que tu avais fini. Bien. En fait, bon, le Covid n'est pas derrière nous, première précision. Le Covid, nous sommes dans l'incertitude jusqu'à septembre, octobre, voire novembre, décembre, jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que ce pas de confinement. D'ailleurs, les économistes, ils nomment cette crise la crise du confinement. Hein. Donc, ils ne parlent pas du truc. Ils parlent de la crise de confinement. C'est-à-dire, en gros, avoir mis les individus dans leur maison, quel est l'impact économique? Cet impact économique, il va varier de 4 à 20% pour le continent africain, moins 4 à moins 20% pour certains pays. Certaines estimations en Tunisie font un état de moins 9 à moins 10% du PIB. Hein. Donc, il faudrait être… ce qui est compatible avec les ordres de grandeur en France, en Italie, c'est également attendu de l'ordre de moins 9 à moins 10% pour le PIB, sans aggravation supplémentaire. Hein. Si nous n'avons pas d'aggravation, ici, l'économie commence à retourner sans avoir une deuxième vague. Je parle bien que là, on ne parle pas de deuxième vague. Juste donc, une petite interprétation, le chiffre moins 10%. احنا كنقولوا 1% équivalent à 15 000 emplois. Je ne sais pas si c'est… معناتها نحكيو على une perte de 150 000 emplois cette année 2020. Je vais être très franc avec vous. Il y a combien d'emplois directs et indirects liés au tourisme? Rien que le tourisme. 400 000. 400 000 direct. Oui. 400 000 directs et indirects. L'artisanat, le machin, etc. Sur le tourisme, il n'y a pas de saison quasiment cette année. Je veux dire, c'est que si vous trouvez, que ce soit en saisonnier ou pas saisonnier, en fait, vous allez avoir ça. Donc, c'est très compatible avec les 150 000 dont on parle à peu près comme ça. Donc, c'est à peu près, si on arrive à sauver un tout petit peu, on perdra. Mais je pense que dans les PME, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la survie de beaucoup de PME, beaucoup de petits commerces, beaucoup de… Là, c'est ça. Parce que au-delà de ce qu'on voit, c'est que les circuits d'approvisionnement à l'échelle internationale sont coupés. C'est que même les matières premières pour s'approvisionner n'y sont pas. C'est que c'est là aussi, hein, c'est-à-dire que toutes les PME, toutes les usines, etc., c'est là où il faudrait se soucier. Mais espérons que le Covid est derrière nous et que la solution miracle. Donc, en fait, on retrouvera des rythmes de fonctionnement de l'économie à peu près en 2023. Hein. Donc, il faudrait vraiment… C'est une crise très profonde. Hein. Ce n'est pas une crise passagère. Donc, je pense qu'il est très important du chômage cette année, sauf rattrapage brusque de la consommation, sauf à rattraper la saison touristique d'une manière incroyable. N'oublions pas aussi qu'on va avoir une limitation très forte des rentrées en devises liées à tout ce qui est tunisien à l'étranger, les TRE, parce que là, pour l'instant, ils ne sont pas autorisés à revenir, d'une part. Deuxièmement, ils n'ont pas de moyens, ni bateau, ni avion pour revenir. Et là, en fait, ça faisait travailler pas mal de petites entreprises. Hein. Donc, en gros, on a un manque sur le tourisme, un manque sur les transferts d'argent, un manque qui est lié, en fait, au problème de la chaîne internationale d'approvisionnement et en fait, logistique qui va bien. Et donc, tout ça va se répercuter de manière très importante sur
sur en fait notre économie. Donc, on aura un taux de chômage en fait qui risque véritablement de passer les 20%. En gros, c'est les impacts réels profonds sur le marché du travail pour le futur. Cette crise, en fait, c'est une crise qui a permis la validation de la trajectoire technologique. La validation de la trajectoire technologique parce que, en fait, les opérateurs par Internet ont gagné de cette crise. Hein. Donc, en fait, l'achat en ligne, il a explosé. Que ce soit Alibaba, il s'est trouvé, en fait, quasiment un des acteurs incontournables. Donc, le patron de Microsoft s'affiche un peu partout. Donc, Amazon, il a recruté plus de 40 000 personnes en France pendant le Covid. On a dû limiter, en fait, quasiment son offre, hein, parce que c'était le seul qui vendait des choses. Les autres étaient fermés. Donc, en gros, l'économie numérique va s'afficher avec force. Et elle sera condensée dans quelques mains. Et c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un pouvoir de monopole beaucoup plus fort, en fait, pour ces entreprises technologiques au détriment des petites entreprises. Donc, là, ça risque, en fait, de casser davantage l'emploi. Ça, c'est de une. Deuxièmement, je constate que toutes les entreprises ont commencé à se dire, pour la prochaine crise Covid, parce qu'elle est fort probable, il faut que mon entreprise fonctionne en numérique, en mode virtuel. Donc là, ça va accélérer le déploiement de la vente par Internet. Ça va accélérer fondamentalement la transformation numérique. Et là, pour certaines entreprises, il manquera de l'argent. Je pense qu'il y a aussi des opportunités. Il manquera de l'argent pour pouvoir faire cette transformation, notamment dans des pays comme le nôtre. Mais en fait, c'est des nouveaux business dont il faudrait que les jeunes s'emparent. Parce que vraiment, transformer, mettre une couche numérique à toute l'économie tunisienne, c'est une chance. C'est un chantier énorme, hein, et c'est beaucoup d'argent en fait. Hein. Et donc là, c'est très, très important. Troisièmement, on va avoir une tendance à l'automatisation croissante. C'est-à-dire que les entreprises fonctionnant avec des salariés, c'est une idée ancienne. Et c'est là où je reviens sur l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 entendue comme usine sans travailleurs, en premier lieu, avec des robots, avec des systèmes de commande en fait directement et qui permettent de produire. Ça va être la trajectoire technologique dans les 10 années à venir. C'est-à-dire que si vous avez virus ou pas virus, l'usine continuera de tourner. Alors que le virus, vous avez donc automatiquement, vous arrêtez les usines. Et ça va être associé à une casse très importante dans l'industrie de l'emploi. On a déjà vu ça, hein, les caisses automatiques, plein de choses automatiques qui arrivent, mais maintenant, ça va s'accélérer avec force parce que la pandémie, elle a donné un argument incontournable pour les entreprises pour qu'elles puissent justement valider cette trajectoire. Et là, on risque d'avoir des délocalisations, je parle bien, de pans industriels en Tunisie pour des besoins fiscaux, pas pour l'emploi. Avant, on a fait les lois 72, etc., pour pouvoir exporter pour l'emploi, hein, pour créer de l'emploi. Mais maintenant, vous allez avoir plein de gens qui vont s'installer, ils vont vous mettre des usines avec des robots. Et là, ils vont vous envoyer être ingénieur à partir de la Tunisie avec une défiscalisation et un envoi à l'étranger. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Donc, au lieu de vivre avec une référence aux années 60, le plein emploi, moi, je dirais il faudrait que nos sociétés apprennent à vivre avec un chômage important. Et ça, c'est le changement de paradigme. C'est combattre le chômage, ça va être très difficile dans les années à venir. Moi, je pense qu'il y aura un chômage technologique très fort. Et donc là, il faudrait vivre de manière nouvelle avec ça.
D'où la nécessité d'instaurer en fait ce revenu universel, ce revenu minimum pour tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde en parle. Hein. Donc, ce revenu universel, quasiment pendant le Covid, on a eu la démonstration qu'il faudrait que n'importe qui sur la planète puisse avoir un minimum d'argent. Et c'est possible, en fait. Hein, c'est possible. Et ça, en revanche, ce changement de paradigme qu'on voit déjà dans l'Espagne essaye de l'instaurer, l'Allemagne il l'a instauré, même aux États-Unis on parle de ce revenu universel. Donc c'est quelque chose de donc en Tunisie les 200 dinars qui ont été versés, en fait c'est un espèce de revenu universel hein, qui ont été versés. Et donc est-ce qu'on est capable de le verser constamment pour 12 mois pour tout le monde pour avoir un minimum de quoi vivre? Ça, c'est le vrai défi. Le vrai défi, c'est celui-là. Ce n'est plus de donner du travail à tout le monde. Parce que c'est impossible. Là, je te surprends un peu. C'est très important. Sinon, il y a une autre approche. Oui. C'est que au lieu de partager l'emploi, c'est on partage le nombre d'heures. J'ai pas entendu là. Slim, j'ai pas entendu. Oui, ça fait Hey. Parce qu'il y a une autre approche adoptée par les pays scandinaves, c'est qu'au lieu de partager le nombre d'emplois, on partage les heures. Ça veut dire, au lieu qu'un employé travaille 8 heures, 5 jours par semaine, il travaille 8 heures, 3 jours par semaine, et un autre employé, il partage. Ça a été expérimenté en France, ça a été expérimenté un peu partout, la semaine des 4 jours, le 32 heures. Ça part d'un constat qui est… bon, moi, je suis favorable, attention, moi, je suis favorable, parce que ça permet aux gens d'avoir plus de temps pour se consacrer à autre chose et ça crée de l'emploi, hein, parce que les gens, ils peuvent se balader, dépenser plus, rester davantage avec leur famille, avec leurs enfants, les enfants, etc. C'est un modèle théorique. Dans la pratique, en fait, on a constaté que, par exemple, la France qui a mis les 35 heures, elle a dû retourner, en fait, après une expérience de quelques années, parce que le travail n'est pas homogène. Le travail de Slim, il est spécifique à Slim. Je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre et lui demander, en fait. Et donc, les travaux ne se valent pas. Les compétences et la charge, etc., ne sont pas. Et là, on a vu la difficulté de mettre les 35 heures pour les cadres. Lorsque c'est du travail non qualifié, travail de base, on peut distribuer. Mais pour le travail qualifié, c'est plus complexe. Et en France, on s'est trouvé, en fait, les gens étaient aux 35 heures, mais étaient obligés de travailler 49 heures parce qu'ils ne trouvaient pas des profils pour partager, en fait. Hein. Sauf que c'était un surcoût très élevé pour les sociétés parce qu'elles payaient aux heures sup avec des taux très élevés. Et donc, c'était un terme et on a dû revenir sur les 35 heures. Alors que c'était une innovation sociale très importante. Pour des petites sociétés comme dans les sociétés scandinaves, c'est possible en fait parce que lorsqu'on regarde les sociétés scandinaves, la diversification de leur économie n'est pas très élevée. Et en fait, elles sont concentrées sur quelques secteurs, ce qui explique qu'il y a une certaine homogénéité du travail. Mais si vous prenez une économie complexe comme celle de la France ou l'Italie, etc., et vous appliquez le même modèle, vous avez des difficultés. Donc en Tunisie, peut-être que c'est possible, mais ça ne résoudra pas le problème hein, d'alléger le travail. Moi, je pense que véritablement, on a une autre approche. Hein. Moi, je suis favorable à une autre approche. L'autre approche, c'est que le chômage peut être massif en Tunisie parce que la contrainte d'absorber le marché international les absorbe très très bien. Il faut peut-être accepter aussi d'avoir une économie un peu circulaire du capital humain, dans le sens où on est en train d'exporter beaucoup de talents, beaucoup de gens, etc. Et vous avez vu que l'Italie, elle a régularisé tous les immigrés illégaux, que le Portugal a régularisé, l'Allemagne, il n'arrête pas de régulariser, d'en demander, la France demande en fait des hauts profils. Donc, quelque part,
c'est de se dire, OK, pourquoi pas? Nous sommes là pour former, mais il y a un effet retour parce que la diaspora amène des choses, parce qu'il y a un réinvestissement, et là, c'est du circulaire. Mais il faut accepter dans un premier temps, en fait, ça. Et donc, ce qu'on n'arrive pas à placer ici est facilement plaçable à l'étranger. Hein. Moi, je pense que l'Europe, elle a besoin d'énormément de. Désolé, Soutras. Donc, je répète, en fait, je disais que l'Europe, elle a besoin énormément de main-d'œuvre avec le vieillissement de la population et avec, en fait, les besoins post-Covid. Et donc, en gros, ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement à la personne, etc. Et donc, ce qu'on n'arrive pas. En fait, le pacte pour l'emploi ne peut pas être un pacte à l'échelle d'une nation. Le pacte peut être à l'échelle d'une région. Et une négociation régionale sur comment placer cet excès de travailleurs tunisiens qui n'arrivent pas à s'insérer, c'est là où on doit avoir une diplomatie économique forte pour placer en fait ces jeunes et moins jeunes. On a démontré dans cette crise en fait que les talents tunisiens en matière de santé ont permis à beaucoup de pays en fait de faire face à cette épidémie. Aujourd'hui, on pense que la santé en Europe est étranger. Et c'est grâce à ça qu'ils ont résisté. Donc, moi, je ne vois pas d'inconvénient pour qu'on dise, voilà, notre rôle peut-être, dans l'agriculture européenne, il manque énormément de travailleurs aujourd'hui. Dans tous les pans, dans l'informatique, dans d'autres secteurs, pourquoi pas, en fait. Le Covid marquera des générations sans aucun doute. Comme a marqué la guerre, ça sert de toute une génération. Beaucoup de gens ont été marqués par la guerre, nous parlent de la guerre, le guerre, etc. Je peux rappeler quelques petites choses, par exemple. Hein. Le fait d'être marqué par la guerre induit une surconsommation de pain dans certaines populations. Pourquoi? Parce que en fait, on a consommé du pain comme un élément palliatif parce qu'on a eu une génération qui était marquée, privée d'aliments pendant la guerre. Et cette consommation de pain s'est transmise de génération à génération parce qu'il y a eu cet épisode-là. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les peurs, les choses qui sont exprimées dans le Covid vont perdurer. Et d'où la nécessité d'une thérapie, véritablement thérapie pour toute la société. Hein. C'est très, très important. Et donc, il y aura un après et un post. Mais, un des outils de résilience pour les sociétés, c'est l'oubli. Donc, on aura toute tendance, ils vont tout mettre en œuvre pour qu'on oublie cette période. Vous allez voir, hein. C'est de faire revenir le business as usual, de refaire vivre la société comme elle était avant, de nous dire que comme on était avant, c'était merveilleux, donc il faudrait qu'on renoue avec ça. Ce qui n'est pas vrai, parce que la pause du Covid a fait découvrir autre chose. J'ai parlé de la solidarité, de la famille, je peux parler aussi de la pause écologique. On a montré, on a vu comment la faune et la flore sont revenus en 2 mois. C'est de manière extraordinaire, comment ils sont réappropriés les espaces. Et donc là, comment on a baissé les émissions de CO2, comment on a changé la qualité de l'air. Tout ça, on doit le garder en mémoire. De notre capacité à garder en mémoire les côtés positifs du Covid dépendra l'après-Covid. Et c'est pourquoi beaucoup militent, et vous devez agir en tant que Global Shaper. Donc là, vous devez agir sur ça pour qu'on garde en mémoire le côté positif. Parce que c'est fondamental pour nous. Parce que là, par exemple, nous, à Nice, on est en train de faire une carte de la pause écologique. Et donc, cette carte, elle relie les images des oiseaux, des animaux, etc., un peu partout dans le monde. Et comment ils sont revenus. Pourquoi? On veut la garder pour les générations futures, pour qu'ils se rappellent en fait que tout est possible, y compris un retour en fait à un équilibre avec la nature. Et donc, en fait, il faudrait qu'on trouve des outils pour rappeler ça.
plus jamais comme avant. Il faudrait changer le modèle social, il faut le revenu universel, il faudrait d'autres réflexes en fait de solidarité. Il faudrait aussi jusqu'à concentrer la production de tous les outils, par exemple, dont on a besoin, les gels, les bavettes, etc., en Chine. C'est une aberration. Et en fait, il ne faut plus du capitalisme comme avant. Donc, il y aura un après-Covid sur les politiques, sur la manière de faire de la politique, sur les politiques industrielles qui vont être revues de manière très importante, sur les politiques de distribution des revenus. Il va y avoir un après-Covid. Il y aura un après-Covid également négatif, celui-là, en matière d'emploi et de système productif, parce que nous allons produire les biens de moins en moins grâce aux humains. Donc, moi, je pense que le Covid marque, mais pour qu'il marque correctement, on a un rôle dans la manière dont on va retracer l'histoire. Si nous, on a et on va pouvoir faire un après-Covid en fonction de cette histoire-là, mais si pour d'autres, ils peuvent la raconter différemment pour revenir au monde d'avant. Exactement. Surtout qu'avant, ça plaisait à plusieurs parties prenantes. Exactement. Oui. حبيت نقول حاجة معناها الكلام معناها je suis vraiment éblouie par tout ça, par la réalité, de voir en face la réalité, mais aussi par les exemples donnés. L'exemple des pays scandinaves du revenu universel, plus ou moins, je pense que ça a été appliqué dans quelques pays auparavant, dans quelques pays du Golfe, ou bien la Libye auparavant. Il y avait des personnes qui avaient du revenu sans pour autant avoir un emploi fixe. Donc, est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Est-ce qu'on peut vraiment faire avancer quelque chose? Est-ce qu'on peut plaidoyer pour un modèle qui peut nous aider ici en Tunisie? Parce que ça va être vraiment difficile pour revenir en arrière, et avec un taux de chômage qui est déjà élevé, avec un marché qui n'est pas compatible avec l'éducation ici en Tunisie, on va vraiment avoir des difficultés énormes après cette période, si on estime bien qu'il y aura plus de Covid, une deuxième vague, de la deuxième vague. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir comme modèle adéquat à la Tunisie? Merci beaucoup, Yann, pour ta question. Une petite clarification au préalable. Dans les pays du Golfe et les pays rentiers, les pays qui ont une rente, le salaire dont ils reçoivent, c'est une espèce de part de la rente. En fait, c'est plutôt un partage de la rente. Et chacun, il a son quota. Et son quota, il va de manière déguisée. Tous employés de l'administration, ils reçoivent revenus et presque tous, ils ne travaillent pas. Mais le revenu universel, c'est un revenu inconditionnel, en fait, et donc ne dépend pas de la rente. Et c'est un revenu, en fait, qui a une valeur philosophique. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'idées, pour avoir même des éléments pour faire du plaidoyer, j'ai fait un article, en fait, dans Réalité. Je publie un article dans Réalité Online chaque dimanche où j'analyse le post-Covid. Et un de mes articles, en fait, il a parlé de revenu universel. Il donne sa justification, pourquoi, comment. Une des justifications économiques les plus importantes est la suivante. Je vais vous l'expliquer. Lorsqu'une entreprise s'installe en Tunisie, elle est en Tunisie. Or, la Tunisie, c'est quelque chose qui est fait c'est le fruit d'une histoire, on dit, de 3000 ans. Donc, il y a eu
plusieurs générations qui ont amené. Donc, l'entreprise, lorsqu'elle s'installe et elle fait, par exemple, l'entreprise qui a un hôtel, elle s'installe ici, le groupe Accor a un hôtel, il s'installe en Tunisie, il gagne de l'argent. Mais il gagne de l'argent parce qu'il y a eu, en fait, des générations et des générations qui ont fait cette destination, ce pays, ce qu'il est. Et donc, ce pays, ce qu'il est, c'est une ressource. Parce qu'il y a Carthage, parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a… Et ces ressources, ils appartiennent à tout le peuple. Et donc, cette entreprise doit rémunérer, en fait, ces ressources-là. Comme elle rémunère le capital et le travail, elle doit rémunérer aussi ce capital, cette forme de capital. Et si elle rémunère, en fait, cette forme de capital, ça fait de l'argent. Alors, vous devinez combien, en fait, cette proportion, si toutes les entreprises doivent payer, c'est l'équivalent du 15% du PIB. 15% du PIB est dû, lorsque cette création de richesse est due aux facteurs qui sont hérités. Et donc, ces facteurs hérités, ils appartiennent à tout le peuple, ils ne doivent pas appartenir à quelqu'un. Donc, vous prenez 15% du PIB, vous le divisez et vous le donnez, en fait, sous forme de revenu inconditionnel de la population. Voilà une justification qui est très robuste. Hein. Et aujourd'hui, on va y aller vers ça. Mais je vous conseille l'article et il y a beaucoup de choses autour de ce concept. Juste une question, Ziad, 15%, c'est par rapport à la Tunisie ou c'est standard pour n'importe quel pays? C'est presque, c'est standard. Je dirais que compte tenu de la composition de l'économie tunisienne, elle pourrait un tout petit peu légèrement supérieure. Tout à fait. Parce que vous dites quelqu'un, un hôtel qui s'installe, il vend la destination Tunisie. Celui qui vient, en fait, il ne vient pas à un hôtel, il vient à un hôtel qui est installé en Tunisie. Or, un hôtel installé à Tunisie, on doit rémunérer le fait que l'hôtel soit à Tunisie. Cette part-là, en fait, de la création de richesse, elle appartient à tous les Tunisiens. C'est pas du pétrole, hein, mais c'est la même chose comme le pétrole. Et c'est ça ce qu'on doit partager. C'est pas oui, nous, le pétrole. C'est ces actifs-là qui existent, qu'il faudrait les partager. Oui, vas-y. يعطيك الصحة سي عادل، بحق برشا دي بوان ياسر انتيريسون. أنا سؤالي على كيما تعرف معناها في ظل الكوفيد وكل شيء برشا ناس ولات تخدم الدار، دونك الورك فروم هوم، وبالنسبة لبرشا ناس معناها الخدمة ولات ساعات أكثر حتى من الوقت العادي، وساعات تحس فما دي مانجر ولا أصلا عباد قاعدين يعملوا في ايفور، وسورتو اللي نحن معناها نورمالمون تكون كريز، معناها فما برشا دي زيليمون اللي نجموا يخليك تنجمش تكون برودكتيف ولا وساعات لي مانجر تحس ما فماش ما ياخذوش بعين الاعتبار انه العباد قاعده تمر معناها بظرف ماهوش عادي. دونك كيفاش لي مانجر ينجموا يحسوا بلي زومبلويي نتاعهم في الظروف هذيا؟ كيفاش زاد الناس اللي تخدم تنجم زاد توفق معناها بين انه يكون برودكتيف في نفس الوقت ما معناها ما يكثرش على روحه ولا ما يجيش على السونتي مونتال نتاعو. Merci beaucoup pour ces questions. Il y a une des deux, j'ai répondu en partie à Slim. Hein. Le télétravail, le travail à distance, le e-travail doit être régi par… Nous sommes face à un vide juridique parce qu'il s'est fait sur le tas comme ça, sans cadre juridique. Donc, moi, lorsqu'on me dit tu enseignes à distance, j'enseigne à distance, ok, mais je dois enseigner avec en fait un cadre légal bien déterminé. Je dois savoir en fait à combien ça correspond en fait une heure de cours à distance. Je peux vous garantir que lorsque je fais une heure de cours à distance, comme ça par caméra, les ressources que j'utilise sont beaucoup plus importantes que les ressources lorsque je suis dans la salle avec mes étudiants. Et donc, en gros, il faudrait qu'on ait un cadre légal qui protège les employés. Et ce cadre légal, il faudrait le définir parce qu'en Tunisie, il n'est pas encore défini. La deuxième chose, c'est que l'employé lui-même, il faudrait qu'il signifie et ses obligations. Le fait, par exemple, le droit à la pause numérique le week-end.
Le week-end, vous n'êtes pas. Le week-end, c'est sacré. C'est que vous avez le droit, en fait, j'ai oublié comment on appelle le terme technique en France, mais à éteindre tous les appareils. Donc, il faudrait éteindre les appareils pour respirer, pour faire autre chose, pour ne plus. Parce qu'à un certain moment, nous, à la période de Covid, il n'y a plus Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Donc, tous les jours, c'était day. Ça ressemble à. Donc, en gros, il faudrait casser, de dire non, là, demain c'est dimanche, je ne travaille pas, je ne viens pas, je ne fais pas, je ne me connecte pas. Ça, c'est l'autre aspect, c'est de faire du sport, prendre du temps pour soi, 1 heure par jour minimum pour soi est fondamental. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais vous vous relaxez, vous faites autre chose. Signifiez-lui au manager qu'est-ce que c'est que la nuit, qu'est-ce que c'est que le jour. Vous n'êtes pas obligé de répondre à un mail à 11 heures. Vous avez le droit d'être sur Facebook à 11 heures du soir, mais vous n'avez pas le droit de répondre à votre manager. Mais n'acceptez pas votre manager non plus par Facebook, hein, parce que sinon le travail reviendra par Facebook et les réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de définir tout un ensemble de tas de règles. Soyez entouré avec d'autres travailleurs. Faites beaucoup de coopération. Faites beaucoup, en fait, essayez de partager les tâches entre vous. Deuxièmement, pour les managers, il faudrait signifier la chose suivante. Hein, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre, c'est que il vaut mieux que vous ayez 80% de rendement que 0%. Parce que si vous saturez et que vous savez qu'il n'y a plus de rendement du tout. Et donc là, vous êtes à 0%, il n'y a plus rien qui se fait. D'accord? Et donc, même si ça va être fait, ça va être bâclé ou ça va être mal fait ou ça va être du travail. En revanche, s'il maintient, en fait, compte tenu des conditions actuelles, compte tenu, en fait, de l'existence de la sphère familiale, quelqu'un qui travaille, qui soit productif et qui reste à 80%, et c'est très bien pour l'entreprise et c'est très bien pour lui. Mais il ne faut pas qu'il demande, si l'individu il est très consciencieux, on l'a vu, il revient à 100% comme avant, hein, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas qu'il cherche pendant le confinement à le faire fonctionner à 120%. C'est une erreur stratégique énorme, en fait, de faire ça. Voilà. Bon, Ahna Adel, on vous remercie énormément. Et personnellement, je suis admirateur de ton travail. Que ce soit à Facebook, à LinkedIn, le contenu que tu partages est très intéressant. Bon, peut-être une petite remarque, le contenu que tu partages, ضيق في السيركل d'amis نتاعك, que ce soit Facebook, le page ريت, c'est pas très ماهيش ياسر. ما نعرفش. Tu as le droit de booster. Si tu veux booster, tu boostes. أنا personnellement, ديما je partage avec le cercle صغير نتاعي, restreint نتاعي. Donc, avec avec Shapers Weekend, on a scale up ce contenu et éventuellement le record de اليوم. كهو remercie. Merci beaucoup. عطيتنا من وقتك من l'énergie نتاعك. Je sais que c'est pas facile في رمضان وفي الوقت هذا. كهو ما نعرفش امنا وام كان عندكم شي حاجه اخرى باش تزيدوها. Merci à vous, ce fut un plaisir. Moi aussi, c'était génial. بلا تعلمت برشا حاجات. Et كيف ما قال سليم, si on est autorisé, on va partager vos articles sur la page de Global Shapers Tunis, et qui est visitée par des Tunisiens, mais aussi par la communauté internationale des Global Shapers, ce qui donne beaucoup plus de visibilité. Et aussi par la suite, cet entretien-là, cette session-là va être partagée. Merci beaucoup. C'était magnifique. Aïchak. Merci beaucoup. Oui, ما عندك حاجه تزيدها؟ ليلي يعطيكم الصحة. C'était très intéressant بالحق. Ok, donc merci beaucoup. Et à très bientôt. Donc, à très bientôt. Chez Taïban School.
تمام. يا طيبة باي يعطيك. باي. باي باي.